Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Sur Vlan, c'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais, que je fasse des épisodes qui sont liés à l'actualité. Et en même temps, l'actualité du moment, elle est tellement folle que c'était impossible pour moi de pas d'abord vous inciter à aller voter, mais aussi de pas essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, et vraiment, je suis hyper heureux de la conversation que je viens d'avoir avec Raphaël Lorca, qui est un doctorant en philosophie, qui est un directeur associé à la Fondation Jean Jaurès, qui a gagné le prix du livre de la Tribune pour le roman national des marques, mais qui a écrit plusieurs ouvrages, et avec lequel, pendant 1h30, que je vais séparer en 2 épisodes, on essaye de comprendre ce qui se passe dans le paysage politique français. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on arrive dans une situation où le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée en 3 semaines, qui est la durée minimum avec laquelle il peut le faire, juste avant les Jeux Olympiques, en laissant tout le monde de manière complètement abasourdie. Et avec cette possibilité très concrète de l'ascension au pouvoir de l'extrême droite. Je vous laisse écouter l'épisode, j'espère qu'il va beaucoup vous plaire. Moi, je pense qu'il va énormément résonner chez beaucoup de personnes. J'espère que vous allez pouvoir le transférer à beaucoup d'amis aussi qui potentiellement ne voudraient pas voter. Je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Raphaël. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Pas terrible. Ça ira mieux demain. On est le peut-être. 20 juin. Ouais, on est le 20 juin, on est à 10 jours de cette situation complètement folle dans laquelle nous a plongé notre président Emmanuel Macron. Dans un papier au Monde, tu parles d'un coup d'état psychique. Comment toi tu vis ce moment ? C'est-à-dire comment tu, même pas l'analyse, parce que je sais même pas si on peut parler d'analyse, mais en tout cas, comment tu le vis ? Bah moi, pour être sincère, j'ai une boule au ventre depuis l'annonce de la dissolution, quoi. Une espèce de boule au ventre qui ne part pas. Moi, je dors très très mal. J'ai été, comme beaucoup, totalement sidéré par cette annonce à laquelle je m'attendais pas du tout. Et effectivement, c'est marrant, moi, la phrase qui m'a foutu par terre, presque dans une espèce de secousse sismique au carré, c'est lorsque François Ruffin, le lendemain, c'est lundi matin, il dit et moi ça m'a vachement parlé en fait. Il dit c'est simple, on pensait avoir 3 ans pour trouver une issue au pays, et finalement on n'a plus que 3 semaines. Et cette espèce d'urgence temporelle, d'une part, les 20 jours de campagne, et l'urgence politique, avec une espèce de dramatisation des enjeux qui est quand même inédite, en fait, dans la Ve République. C'est-à-dire que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche de prendre le pouvoir. Moi, ça m'a foutu totalement par terre, quoi. Ça m'a foutu totalement par terre. Et en fait, je suis parti de ce ressenti-là pour essayer d'en poser les mots et de poser une réflexion là-dessus. En constatant d'abord que j'étais peut-être pas le seul. Et que c'était moi j'ai fait des cauchemars aussi. Tu vois. Non, mais j'ai même rêvé c'est fou, j'ai rêvé du RN qui accède au pouvoir et de Macron qui se suicide. C'est fou. Ah oui. Ah ouais, je suis allé jusque là. Il va falloir en parler à ta psychanalyse, Greg, parce que tous les rêves sont extrêmement signifiants. Non, mais c'est intéressant parce que c'est quand même extrêmement rare. Blague à part, pour en avoir parlé avec beaucoup de psychanalystes, dont 2 que je connais très bien et que je consulte régulièrement comme une espèce de signaux faibles de la société, c'est rare que des événements politiques s'introduisent dans nos rêves intimes et personnels. Sincèrement. Et là, c'est le cas. Et donc, je me suis dit, il se passe quelque chose, bien sûr politiquement, mais il se passe peut-être d'abord quelque chose dans les têtes, dans nos psychés. Et en voyant l'état de sidération dans lequel beaucoup de gens autour de moi étaient plongés, moi, ça m'a fait penser à l'annonce du confinement, en fait. Et je me suis dit, alors moi qui en plus, ça fait quelques années maintenant que je réfléchis, et j'ai même écrit sur Emmanuel Macron, enfin ça fait maintenant 7 ans que je le suis de très près, et donc je voyais bien la façon dont il fonctionne et dont il raisonne. Je me suis dit, en fait, ce qu'il fait là, c'est effectivement un coup d'état psychique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, alors, j'anticipe tout de suite, c'est pas un coup d'état constitutionnel, attention, c'est une prérogative du président de la République, c'est l'article 12 de la Constitution, il en a le droit, constitutionnellement, d'un point de vue juridique et légal, il n'y a aucun problème. Non, moi, c'est dans les têtes.
C'est-à-dire que j'interprète cet acte-là comme un acte d'une violence et d'un potentiel de déstabilisation psychologique tellement fort que ça en vient en fait à neutraliser notre fonctionnement normal et notre fonctionnement mental habituel, je veux dire. Et donc c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans le monde. D'expliquer. C'est-à-dire cette idée que et en fait depuis un certain nombre d'éléments dans la presse nous sont remontés. Hein, c'est avec des expressions, enfin que je trouve totalement dingues démocratiquement. Hein. Le Monde toujours et des journalistes politiques du Monde ont relaté ce type de prise de parole de la part du président de la République où en privé il dirait j'ai lancé une grenade dégoupillée dans leurs jambes. Maintenant je vois comment ils se démerdent. Donc c'est bien la Mais preuve. Est-ce que c'est démocratique vraiment? Parce qu'en fait, je me dis, j'écoutais David Jays, que tu connais bien, ce matin sur France Inter, et il y a une question quand même de la mise à mal de la démocratie par le propre président. En fait, c'est bizarre parce que tu dis ça peut pas être un coup d'État parce qu'il est président, donc techniquement, il peut pas se faire un coup d'État lui-même, ça n'a pas de sens. Mais j'ai l'impression qu'il fait une sorte de coup d'État à l'État. À la France, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui revient un peu à ce que tu dis, c'est-à-dire, c'est un coup d'État psychique, mais en fait, c'est un coup d'État aux Français. En fait, c'est quasiment un coup d'État inversé. Normalement, c'est les Français qui font un coup d'État. La révolution, c'est dans l'autre sens. C'est la puissance, c'est-à-dire, c'est le peuple qui fait un coup d'État, ou un dirigeant politique XY qui fait un coup d'État sur le gouvernement. Et là, c'est lui qui fait une sorte de coup d'État sur le peuple. C'est très étrange, en fait. Et sur les autres partis politiques. Ouais, mais enfin... faut faire attention à ce qu'on raconte parce que oui, mais je suis d'accord, il y a quelque chose de vraiment très surprenant. Alors il y a deux choses, je dirais. La première chose, c'est que en faisant ça, là où il y a un problème démocratique, c'est pas sur la décision elle-même, parce que quand on consulte les différents états-majors politiques, ils s'attendaient tous à une dissolution, mais ils s'y attendaient plutôt en septembre, à la rentrée, après les JO. Donc ça veut dire que c'est pas l'acte en lui-même, la décision elle-même de dissoudre le Parlement. Ce qui surprend tout le monde, c'est la durée, en fait, c'est le timing. C'est-à-dire que ne donner que 20 jours à des oppositions pour se mettre en branle, battre campagne, faire des propositions, se mettre en position de potentiellement convaincre les électeurs qui sont prêts à gouverner le pays, en 20 jours, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc là, du point de vue même de la qualité des débats démocratiques, le temps donné pour mener campagne est vraiment insuffisant. Donc, encore une fois, c'est constitutionnel, hein, c'est-à-dire que 20 jours, c'est la durée minimale entre l'annonce de la dissolution et la tenue des élections. Mais il y a quand même une interrogation sur effectivement ce timing. Et puis, le deuxième élément, et c'est peut-être là-dedans que je me rapprocherai des réflexions de David Jays, le deuxième élément, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est construit depuis 2017 sur l'idée d'un président face au chaos. C'est-à-dire l'idée selon laquelle son parti serait celui qui serait le plus à même d'éviter l'accession au pouvoir des extrêmes, et en l'occurrence de l'extrême droite. Bon, là où c'est extrêmement compliqué à comprendre, et d'ailleurs toute la Macronie se pose les mêmes questions, il y a tout un tas de tribunes, d'interviews de dirigeants de LREM qui le disent, c'est que l'ingénieur du chaos, c'est le président de la République lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui, en principe, une dissolution, rappelé l'autre jour Gilles Legendre, qui est l'ancien député qui dirigeait la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, il disait, en principe, une dissolution, c'est pour résoudre un problème politique. Là, on a le sentiment qu'il en a créé un en faisant ça. Ce qui fait dire d'ailleurs, et je terminerai juste là-dessus sur ce point-là, ce qui fait dire à Jordan Bardella lui-même, l'ingénieur du chaos, c'est le président de la République. Donc là, on est dans une situation où il y a une inversion des rôles, quoi. C'est-à-dire que d'habitude, on nous habituait à l'idée selon laquelle c'est l'extrême droite qui foutrait le chaos. Et là, tout se passe comme si c'était le président de la République lui-même qui ouvrait une grande période d'incertitude et de déséquilibre dans le pays. Donc et je crois que ça compte. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je reviens à ma grille de lecture psychique.
il se trouve que je fais plein de qualis, ce qu'on appelle des qualis, c'est-à-dire des focus group qualitatifs où on écoute des Français, il y en a 6 ou 7 ou 8 dans une salle et on les bombarde de questions pendant 2 heures. En fait, ils sont tous soit dans l'incompréhension, soit dans la confusion, soit dans l'inquiétude. Mais on voit bien que cette décision-là, qui était censée apporter un peu de clarification, hein, c'était l'objectif affiché du président de la République. Là, elle est en train de brouiller toutes les lignes et au fond d'ouvrir tout un tas de possibles qui n'étaient pas jusqu'ici ouverts, quoi. Mais c'est un peu antidémocratique aussi parce que finalement, le parti présidentiel, l'air de rien, c'est celui qui est le plus prêt pour proposer des listes qui sont cohérentes et en fait, il donne pas la possibilité. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'avait fait le maire de comment s'appelle cette ville qui est passée à extrême droite il y a très longtemps, Béziers, où première élection, en fait, juste avant les élections. Le maire de Béziers fait accuser de viol son principal opposant politique, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus personne et c'est que sa femme qui se fait élire. Pour les gens qui se posent la question de ce qui se passe quand il y a l'extrême droite. Mais là, Macron, il fait un peu la même chose d'une certaine manière. C'est-à-dire que, en fait, il disqualifie les autres partis. Déjà, il les disqualifie par leurs termes, dans la terminologie, en parlant des extrêmes et en parlant du Front populaire comme un extrême, ça, on y reviendra. Et il les disqualifie aussi par leur incapacité à s'organiser, mais parce qu'en fait, après avoir battu bataille pendant X mois et leur donner 3 semaines pour se réorganiser, c'est quasiment impossible. C'est en ça que c'est un peu antidémocratique aussi, d'une certaine manière. Moi, je dirais, je veux pas trop abuser de vocabulaire psychanalytique parce qu'on va me le reprocher encore, mais il y a une forme de perversité dans le timing. Et la perversité, elle tient aussi, mais je vais aller dans ton sens, Greg, elle tient aussi que cette décision, elle capitalise sur l'état d'épuisement psychique des états-majors des oppositions. C'est-à-dire qu'il faut quand même pas oublier que là, tous les partis politiques sortaient d'une très longue campagne des européennes. Et en fait, quand on a un peu approché des gens qui faisaient campagne, les gens, ils sont rincés. Ils n'ont pas dormi pendant des semaines, ou très mal, ou très peu. Ils sont fatigués. Ils se projetaient là dans une forme, dans des congés estivaux, quoi. C'est l'été, on va se reposer, on va se retaper, on va avoir du temps pour réfléchir, pour repartir à la bataille, etc. Et le soir même de tout ça, alors que tout le monde se projetait dans une forme un peu de repos et d'accalmie avant la rentrée, patatras, nous voilà repartis à la bataille. Et effectivement, c'est ce qui m'a fait dire dans la Tribune du Monde. Là, il y a un désavantage, un désavantage concurrentiel. C'est-à-dire que le président de la République, lui, il prend pas l'état de sidération puisqu'il était préparé. C'est lui qui, depuis quelques semaines, mettait ça en branle. Là, effectivement, il y a un désavantage concurrentiel qui est encore une fois d'un point de vue psychique. Oui, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a encore une équité démocratique. Manifestement, ils partent pas tous sur le même point de départ pour cette campagne, quoi. Non, clairement pas. Une question que je me pose, la France, c'est un des pays dans lequel on a le plus peur en Europe. C'est, je crois même, le pays dans lequel on a le plus peur en Europe. Ce qui est assez dingue. Et je me demande dans quelle mesure, du coup, Macron, il participe à cette peur. Tu vois, parce que c'est quand même fou que... Enfin, il n'y a pas de raison. Je veux dire, on n'est pas en insécurité particulièrement plus qu'en Allemagne ou je ne sais où. Pourquoi, en France, on a plus peur que dans les autres pays, selon toi ? Alors, c'est là où je pense qu'il va falloir qu'on se descende de Macron. Et comme ça, on ne m'accusera pas d'antimacronisme primaire parce que je pense que c'est un peu court de répondre c'est Macron qui est responsable de tout. Non. Est-ce qu'il y participe, c'est pas. T'as raison. Non, mais je vais contre mon propre penchant qui consiste à tout charger sur le président de la République. Bon. Alors, la question, elle est intéressante parce que en fait, c'est d'abord stupéfiant. C'est qu'effectivement, quelles que soient les études, quels que soient les baromètres, dès qu'on compare avec d'autres pays voisins, on a plus peur, on est plus pessimiste, on fait moins confiance à son voisin, on a plus peur de l'étranger, etc., etc., etc. Bon. Moi, je crois, enfin, c'est une hypothèse très personnelle, mais qui est étayée par un certain nombre de travaux. Je crois qu'il y a en France, plus qu'ailleurs, un rapport déçu à la politique. Ah, c'est sûr, ouais. Et pourquoi je dis ça ? Mais plus qu'ailleurs. Mais plus qu'ailleurs, parce que la France, contrairement aux autres nations voisines, c'est un pays où c'est l'État qui a créé la nation et pas l'inverse. Je m'explique. Il n'y avait pas d'abord une nation française unie avec un même peuple,
dotés des mêmes traditions, des mêmes valeurs, des mêmes cultures, et qui formaient un tout cohérent, et qui a ensuite créé un État pour se donner des règles. Non. Et tout un tas d'historiens, et au premier desquels Fernand Braudel. Braudel, il disait, la France, c'est quoi? Ce sont des Frances cousues ensemble. C'est-à-dire que l'état de base de la société française, ce sont des peuples extrêmement différents. Mais depuis, enfin, je veux dire, sans remonter aux Gaulois, mais je veux dire, c'est une des caractéristiques très fortes de la nation française, c'est qu'il y a dans ses ressorts extrêmement profonds des traditions gastronomiques, des traditions folkloriques, il y a des cultures, des langues extrêmement diverses. Et c'est l'État, et l'État français lui-même à partir de Louis XI, donc à partir du XIe siècle, qui a organisé, centralisé, réunifié toutes ces Frances, et pour les recoudre ensemble, pour reprendre cette très belle expression. Donc, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que plus qu'ailleurs, on dépend de l'État. C'est-à-dire, on dépend du politique. C'est le politique qui nous fait tenir tous ensemble. Je pense que ça, c'est fondamental. Aux États-Unis, pour prendre cet exemple qui est exactement notre inverse opposé. Ouais. Les États-Unis, c'est d'abord, c'est pas l'État qui construit le citoyen et l'individu. C'est d'abord l'individu. Et puis ensuite la famille, et puis ensuite le bourg, l'État, puis éventuellement Washington. Et Washington est tout là-haut et tout là-bas, très très loin. C'est-à-dire que un Américain lambda se sent aussi éloigné de Washington que nous autres de Bruxelles. Je veux dire, la réalité, c'est celle-ci. Bon, ça veut dire que si on a un rapport aussi puissant, et là je parle de l'inconscient collectif, je parle de l'imaginaire, enfin, ce sont des choses qui nous dépassent et qui dépassent très largement le conscient. Bon. Si on a un rapport aussi puissant avec le politique, eh bien, quand le politique n'est plus en situation de tenir son rang, quand on a le sentiment qu'il y a une forme de dégringolade du système partisan, que les grandes voies de la politique n'existent plus, que au fond le politique manque à l'appel, pour faire très court, ben, je pense que ça provoque une sorte d'effondrement, mais qui est assez abyssal en fait, qui est un effondrement en fait, on ne peut plus se rattacher et on ne peut plus faire confiance aux politiques pour vivre ensemble. Et ça, je pense sincèrement que c'est une des clés d'explication qui explique que, en fait, globalement, on a le sentiment que la société part à volo, quoi. Et ça, et alors, pardon, parce que je vais aussi faire de l'antimacronisme là d'un coup, mais ça, et puis aussi, j'ai l'impression que le fait que les politiques ne tiennent pas leur parole, on le sait, je veux dire, j'ai reçu plusieurs politiques pour mon livre, et du coup, j'en ai jamais reçu sur Vlan, parce qu'en fait, je vois bien qu'en fait, ça sert à rien d'une certaine manière, parce qu'ils te disent des trucs, et en fait, ils font complètement l'inverse, donc voilà. Mais dans le cas de Macron, c'est d'autant plus choquant, parce que il se dit, je vais être le parti contre l'extrême droite. Je sais que vous n'avez pas voté pour mon programme, donc je vous suis reconnaissant. Ça va être le quinquennat de l'écologie. Et en fait, il a tellement déplacé la fenêtre d'Overton à droite. Peut-être qu'on peut expliquer le principe de la fenêtre d'Overton, mais je pense qu'il y a plein de gens qui sont au courant. Et tout en disant qu'il est au centre, c'est ça aussi. C'est-à-dire que lui, il se positionne au centre en se déplaçant complètement à droite, en prenant des mesures qui sont parfois quasiment d'extrême droite, avec des membres de son équipe qui challenge l'extrême droite sur leur rigueur, enfin leur rigueur plutôt sur le fait en disant vous n'êtes pas assez extrême. Et du coup, on se retrouve dans une situation qui est complètement dingue, qui est que quand on vote à gauche, en fait, on est d'extrême gauche, et quand on vote à extrême droite, on est de droite. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et je trouve ça complètement fou, c'est-à-dire que ça s'est complètement déplacé. Alors, c'est très intéressant que tu le formules comme ça. Moi, je dirais qu'il y a deux responsabilités majeures de Macron dans ce que tu racontes. La première, et je pense qu'il faut y revenir, c'est que il a quand même construit tout son discours depuis sa première élection, depuis sa première victoire, sur le fait de totalement dynamiter le système politique traditionnel. Il a réussi. Non, mais je veux dire, là, on constate à quel point il y a des ruines en fait. Mais je veux dire, revenons à ce qu'il racontait et ce qui nous a peut-être tous séduits. Et moi, le premier, j'ai voté Emmanuel Macron en 2017, mais je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que l'un des arguments qui fonctionnait le mieux, c'était de dire, au fond, c'était le monde d'hier. C'est ça qu'il racontait en 2017. Mais arrêtons-nous 10 secondes. Dire que la droite et la gauche, c'est le monde d'hier, ça veut dire que ça relègue les oppositions non plus simplement dans l'espace, comme on avait l'habitude depuis la Révolution française, c'est-à-dire à gauche, à droite, c'est la position dans l'Assemblée nationale. Non, on les relègue dans le temps.
c'est une façon de les ringardiser et donc de les neutraliser, de les invalider démocratiquement. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'extrêmement puissant en 2017, mais on voit bien à quel point, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est mortifère. Parce qu'à partir du moment où on dit les autres, c'est des ringards, on est le nouveau monde, c'est ça qu'on racontait en 2017, enfin c'est ce que racontaient les macronistes, on est le nouveau monde, et que face à nous, la seule alternative, c'est l'extrême droite, et ben quand Macron déçoit, automatiquement, l'opposition qu'il a créée, il crée les conditions d'en être les futures alternatives. C'est ça la réalité. Donc ça, c'est le premier élément. La responsabilité, c'est d'avoir fait péter totalement le système partisan droite-gauche. Et le deuxième élément, c'est ce que tu racontais, donc sur la fenêtre d'Overton. Alors, un mot sur cette histoire de fenêtre d'Overton. C'est un concept qui a été théorisé par un politologue américain qui s'appelle Philip Overton, qui était plutôt lobbyiste d'ailleurs. Il travaillait à Chicago. Et lui travaillait, je le dis en passant, comment faire accepter des mesures néolibérales par les Américains. Alors qu'en principe, c'est quelque chose qui était considéré comme un peu trop extrême pour être accepté. Et lui, ce qu'il avait remarqué, et c'est quelque chose qui est quand même extrêmement puissant, c'est qu'il existe une fenêtre du dissible et de l'acceptable dans le débat public. Ça veut dire qu'à tout moment, il y a certaines phrases, certaines expressions, certains mots, certains raisonnements qui sont immédiatement disqualifiés de la part de tout le monde, des médias, des oppositions, etc., etc. Un exemple, lorsque Jean-Marie Le Pen, dans les années 80, parle de racisme anti-blanc, à l'époque, il n'y a pas de débat sur Antenne 2, comme on disait à l'époque, pour savoir pour ou contre le racisme anti-blanc. Non, mais il était immédiatement condamné et disqualifié et sorti de l'espace public du disciple, de ce qui peut être dit. Bon. Une fois qu'on a dit ça, Overton dit il existe des techniques pour élargir cette fenêtre d'Overton, c'est-à-dire faire en sorte que certaines expressions, certains éléments, certains mots, encore une fois, qui autrefois étaient immédiatement condamnés, se retrouvent au contraire au centre de la discussion publique. Bon, moi je l'avais vachement analysé sur l'extrême droite, c'est-à-dire comment est-ce que au sein même de l'extrême droite, il y a tout un tas de possibilités, de façons de faire. La stratégie du cool, par exemple. Comment rendre sexy des idées profondément xénophobes. Et toute la stratégie de Zemmour dans la campagne présidentielle, c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Zemmour a servi de fenêtre d'Overton géante pour Marine Le Pen. Parce qu'en par comparaison, en fait, lui était tellement radical. Elle était modérée, quoi. Que elle, finalement, la préférence nationale, bon, est-ce que ce serait pas moins grave que d'interdire les prénoms étrangers dans la Constitution? Alors oui, effectivement, c'est moins radical, mais vous voyez, par effet de comparaison, on en vient à oublier la radicalité de la proposition initiale. Bon. Alors là, ce que tu avances, c'est le rôle de Macron lui-même dans ce déplacement de la fenêtre d'Overton. Bon. Moi, je sors d'un quali avant-hier. J'ai fait des qualis sur l'électorat macroniste, donc des gens qui ont voté Macron premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé un certain nombre c'est même pas des propositions, c'est une espèce de scénario de politique fiction d'un Bardella à Matignon. Qu'est-ce que vous diriez si demain, Bardella envoyait l'armée et les tanks dans les quartiers? Qu'est-ce que vous diriez si demain, Bardella au pouvoir supprimerait le droit du sol? Qu'est-ce que vous diriez s'il arrêtait de financer l'Ukraine, s'il arrêtait le programme des éoliennes, bon, etc., etc., etc. Au fond, des propositions extrêmement radicales et qui font partie d'un corpus idéologique porté par l'extrême droite française. Bon, eh bien, en fait, on était stupéfait de constater que ça ne choquait pas. C'est-à-dire que, alors peut-être que surtout, par exemple, l'Ukraine, il y a une réticence parce que quand même le macronisme de 2022, il est pro-européen, etc., etc., etc. Mais sur les points aussi fondamentaux que le droit du sol et l'envoi de l'armée dans les quartiers, au fond, c'est pourquoi pas. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que la responsabilité historique d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas simplement avoir droitisé son électorat, parce que ça se vérifie même, je veux dire, toutes les études le montrent, qui a voté Macron en 2022, dans la sociologie de son électorat, il est plus âgé, encore plus diplômé, et surtout plus situé plus à droite de l'échiquier qu'en 2017. Mais c'est pas juste ça, il a pas juste droitisé, il l'a profondément déboussolé, éthiquement. Moi, ce dont j'ai eu l'impression, et ça me glace le sang, si vous voulez, c'est qu'il y a 2 jours, c'est que ces braves gens qui sont, encore une fois, des macronistes, donc ils sont directeurs marketing quelque part, retraités assez aisés de l'autre, des gens sympathiques, mais au fond,
il n'y a plus de boussole morale politique qui consiste à dire ça c'est inacceptable et ça on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas franchir une ligne rouge. Et ces lignes rouges, moi je l'ai constaté, empiriquement encore une fois en discutant avec eux, c'est totalement brouillé. Et ça effectivement, alors on a mis quelques minutes avant de franchir le point Godwin, mais je le franchis maintenant. Moi, je suis un fan. 25 minutes. C'est pas, je suis un fan, c'est un bien grand mot. Mais en fait, je suis un grand lecteur de la littérature des années 30 parce que, en fait, la montée du nazisme et du fascisme en Europe, il y a des parallèles qui sont stupéfiants. Et parmi ces parallèles-là, il y a une figure qu'on étudie assez peu à l'école, qui est la figure d'Édouard Daladier. Daladier, c'était le président du Conseil en 1938, qui prend la place de Léon Blum. Léon Blum, qui était ce grand héros de la gauche, qui avait porté l'idée du Front populaire, et qui en fait cède la place à Daladier, qui était lui-même ministre du Front populaire. C'est un radical socialiste, donc c'est un centriste total. Donc lui, il n'est pas fasciste pour un sou. Bon. En revanche, et là, c'est le livre de Michael Fessel qui s'appelle Récidive 1938, où en fait, c'est un philosophe, donc Michael Fessel, qui aujourd'hui, il y a quelques années, je crois que c'était en 2018, il a parcouru la presse de 1938. Il a regardé jour après jour que racontait la presse française en 1938. Et en fait, il aboutit à un raisonnement que j'ai trouvé à la fois passionnant et en même temps très glaçant. Il dit, mais moi, j'avais appris à l'école qu'on était passé de la lumière à l'ombre en juin 40, c'est-à-dire que on a brutalement cessé d'être en démocratie le jour où le maréchal Pétain prend le pouvoir. En fait, lui, il dit non. Dès 1938, on était en train de renoncer à un certain nombre de piliers qui faisaient que la France était une démocratie libérale. Et parmi ces piliers, il y a par exemple les décrets-lois immigration que Daladier prend en 1938. Et à l'époque, donc il exhume, encore une fois, les débats parlementaires de l'époque, les commentaires, etc. Et Daladier prend le raisonnement suivant. Nous sommes sous l'œil d'Hitler. Sous l'œil d'Hitler, c'était la une du Petit Parisien du 17 avril 1938. C'était une métaphore pour dire tout ce que l'on fait en ce moment se passe sous l'œil d'Hitler, c'est-à-dire sous l'œil du fascisme qui menace de prendre le pouvoir et menace de séduire les foules. Et au fond, il y avait deux alternatives. Soit on faisait suffisamment confiance en la puissance du modèle démocratique pour dire, en fait, nous, on est une démocratie et on s'y oppose frontalement. Soit, et c'est en fait le raisonnement de Daladier, ou en tout cas l'interprétation qu'en fait Fessel, soit à la façon d'un petit poison qu'on s'inocule par petites doses, on espère s'immuniser. Et les petites doses, c'était par exemple les décrets-lois immigration qui durcissaient notamment l'entrée sur le sol français de juifs étrangers et sur lequel Pétain s'appuiera une fois au pouvoir pour pouvoir interdire l'accès sur le territoire. Donc vous voyez, je trouve que ces parallèles historiques qui sont quand même très forts. Donc je suis pas en train de dire que Macron et Hitler, ça n'a aucun sens, et je verserai certainement pas là-dedans. En revanche, je trouve que les raisonnements qui consistent à dire comment faire pour lutter contre l'extrême droite, manifestement, le président de la République pense que lutter contre l'extrême droite, ça passe par s'inoculer de temps en temps des petites doses, par des mots. On l'a entendu il y a encore quelques jours. Il a qualifié le programme du nouveau Front populaire d'immigrationniste. Bon, cet adjectif-là, il sait très bien où il le pioche. C'est un adjectif d'extrême droite. Moi qui suis la fachosphère depuis des années, c'est leur adjectif favori. On plaît à l'auditeur et aux téléspectateurs de CNews, si vous voulez. Donc, vous voyez, on s'inocule des petites doses de poison en espérant s'immuniser. Je crois que c'est une erreur absolument funeste. En fait, il a fait. Pour moi, je trouve ça hyper intéressant ce que tu racontes. Franchement, pour moi, en faisant ça, il a fait un truc génial. Enfin, de son point de vue, c'est morbide, hein, mais c'est que il a complètement dézingué la droite, parce que du coup, la droite, ils ont plus aucun endroit où se placer, et du coup, on voit des situations où le président des Républicains va rejoindre l'extrême droite. Enfin, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, il sait plus où se positionner, parce qu'en fait, Macron, il est tellement à droite qu'en fait, il a pris leur position. Il est même quasiment plus à droite que les Républicains à l'origine, et voilà. Et d'un autre côté, avec tout ce vocabulaire, il donne l'idée que le Front populaire est d'extrême gauche, donc en fait, il les disqualifie d'une certaine manière. Et en fait, je vais faire amende honorable parce que sur ce podcast, j'ai dit souvent,
j'ai souvent comparé LFI à l'extrême. Enfin, j'ai souvent dit que LFI c'était l'extrême gauche et que du coup, je l'ai renvoyé dos à dos aussi avec l'extrême droite. Je l'ai fait avec Vincent Hédin, je l'ai fait avec Élise Godfarb, je l'ai fait avec plein de gens. Et en fait, alors grâce quand même à cette campagne, j'ai découvert un truc que les gens qui nous écoutent ne savent peut-être pas, c'est que je savais que le Rassemblement national avait porté plainte au Conseil constitutionnel parce qu'il voulait plus qu'on les appelle d'extrême droite. Et donc le Conseil constitutionnel a analysé le programme et il a analysé en réalité tous les programmes. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, donc ils sont plus ou moins neutres, en tout cas c'est une institution assez forte. Et donc ils ont bien qualifié le Rassemblement national d'extrême droite, mais même LFI, voire le Parti communiste en l'occurrence, qui sont les partis les plus à gauche de ce qu'on appelle le Front populaire, ont été qualifiés de gauche, pas d'extrême gauche. Et en fait, quand Macron et tous les ministres de Macron disent LFI, voire pire, le Front populaire, c'est l'extrême gauche, en fait, ils vont à l'inverse de la décision qui a été prise par une institution française qui est quand même très forte. Et ça, je trouve que c'est vraiment malsain, en fait, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Même si Mélenchon, je le déteste et qu'il n'a pas aidé. Hein, je veux dire, Alors, il y a cet argument juridique qui est implacable. Après, quand on est très lucide et quand on regarde la façon dont les Français observent le spectacle politique, parce que c'est un spectacle politique, ils qualifient volontiers la gauche et les filles d'extrême. Non mais je veux dire, il faut surtout pas. Enfin, c'est les médias qui ont fait ça aussi. Alors, c'est les médias, c'est les politiques via les politiques ou l'inverse. On peut pointer du doigt les médias. Je pense quand même qu'il faut revenir sur les 2 ans qu'on vient de passer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas arrêté de faire des qualis depuis 2 ans. Et la stupéfaction avec laquelle tout un tas de citoyens qui pouvaient par ailleurs et avant regarder les débats à l'Assemblée nationale et maintenant éteigner la télévision en disant en fait moi ces gugus qui s'agitent, qui hurlent et qui font de l'agite-propre dans l'Assemblée nationale, ça me fait mal, c'est pas la politique que j'aime, j'arrête de regarder. Donc ça fait beaucoup de mal en fait. Et je pense qu'il faut regarder avec lucidité le fait que cette stratégie de la radicalité portée par en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, elle a d'une part, mais en toute lucidité aussi, éveiller beaucoup de gens à la politique, parce que c'était le pari quand même. Hein. On est quand même dans un contexte de dépolitisation massive, où les gens se désintéressent de la chose politique. La radicalité d'une Sandrine Rousseau sur le féminisme, une radicalité sur l'écologie, etc., ça a ramené beaucoup de jeunes, en particulier, à la politique. Donc ça, c'était quand même une stratégie qui, de ce point de vue, est gagnante. Le problème, c'est que ça, dans un même temps, écartait tout un tas de citoyens qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, aspirent à une forme d'ordre et en tout cas de tranquillité. Parce que l'ordre, c'est un mot très connoté à droite, de tranquillité. Non mais sincèrement, c'est très important ça. Et le problème, c'est que dans le même temps, le Rassemblement national a fait ce qu'on a appelé à l'Assemblée nationale la stratégie de la cravate. C'est-à-dire que eux, au contraire, ils ont surjoué le côté tranquille. Et Bardella en particulier. Et alors Bardella, c'est le nec plus ultra. Enfin, je veux dire, c'est celui qui a compris qu'il fallait coûte que coûte être calme, être le gendre idéal, avoir des costards taillés sur mesure, une parole extrêmement lisse, paraître hyper sympathique, beaucoup sourire. Bon, tout ça, ce sont des masques. Ça, moi, je pense que c'est cette métaphore du masque, elle est très forte. C'est-à-dire que tout ça, ça vient précisément faire écran, invisibiliser la portée extrêmement xénophobe et dangereuse d'une bonne partie de leur programme et essayer de projeter, au contraire, un imaginaire de sérénité et de calme. Bon, mais vous voyez, c'est exactement l'inverse, en fait. C'est drôle, parce que d'un côté, on a un programme de gauche porté de manière extrême, donc on le qualifie d'extrême. Oui. De l'autre côté, on a un programme extrême porté de manière modérée, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il est modéré. C'est à front renversé et en fait, ça nous fait redécouvrir une loi fondamentale de la communication, c'est perception is reality. La perception est le réel. Quand bien même, et je le crois, une bonne partie du programme du Front populaire, c'est un programme social-démocrate en fait. C'est moins dur que celui de Mitterrand, on est d'accord. Voilà, enfin je veux dire, bon. Sauf que, encore une fois,
on est en train de payer 2 ans de stratégie opposée face à face, où Marine Le Pen et ses députés ont tout fait pour apparaître comme, au fond, le parti de la tranquillité. Et donc c'est ça qui est en ce moment même en jeu, et qu'avaient compris un certain nombre d'acteurs politiques. Je pense à François Ruffin. François Ruffin, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années même, qu'il a pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon en disant « Je ne crois pas à la stratégie du bruit et de la fureur ». La fureur. J'ai pas voulu du tout. Bon, il a compris ça. Et il l'a mis en scène, il l'a mis en pratique, même sans parler de scène. Il l'a mis en pratique, ça, en apaisant son propre discours, en étant radical sur le fond. Parce que son analyse politique, c'est de dire, en fait, on est dans une époque où on a besoin de radicalité. La radicalité au sens d'aller au fond des problèmes. L'écologie, on n'arrivera pas avec des petits pas. La démocratie, on n'arrivera pas avec des petites ristournes. Non, il faut être radical sur un certain nombre de propositions. Par contre, on n'est pas obligé de le faire en hurlant, et on n'est pas obligé de le faire. C'est peut-être un mot qu'a importé Raphaël Glucksmann de Place Publique, celui qui a mené la liste Place Publique PS aux européennes. Il a parlé de brutalisation de la vie politique. On n'est pas obligé de verser dans une brutalisation de la vie politique pour porter des idées radicales. C'est ça qui est très intéressant. Et là, je reprends ma casquette de linguiste. Moi, j'ai fait la sémiotique. La sémiotique, c'est l'étude de la signification. En principe, le fond et la forme vont ensemble. Il y a une forme de solidarité. C'est-à-dire qu'en principe, en théorie, ce qui est immédiatement compréhensible par tout le monde, si on est radical sur le fond, il faut être radical sur la forme. Là, ce qu'essaie d'introduire un certain nombre de personnes à gauche, c'est le fait de dire non, on peut être radical sur le fond, mais être apaisé sur la forme. Et qu'au fond, il n'y ait pas de contradiction, ni esthétique ni politique, à le faire de cette manière-là. Bon. Et au fond, c'est ce qu'a compris le Rassemblement national. Et c'est ce qu'a compris Bardella. Il est extrêmement radical sur le fond. Pardon, mais la préférence nationale, c'est une rupture majeure dans l'histoire politique de notre pays, depuis 1940 précisément. C'est quand même pas rien. Par contre, effectivement, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, quoi. Donc, on voit bien que cette question de fond-forme et la question de la radicalité, c'est là un peu où se joue, c'est l'une des clés, à mon avis, de l'élection. Et juste pour évacuer cette histoire des immigrés, enfin des étrangers, parce que globalement les gens ont peur, ils se disent oui mais il y a trop d'étrangers, on met la faute sur les étrangers, etc. Et juste histoire de l'évacuer, il faudrait peut-être regarder des études démographiques et de se dire qu'en fait, de manière assez simple, on aura besoin de cette main d'œuvre. Enfin, je veux dire, la Chine est en train de vieillir, les États-Unis sont en train de vieillir, toute l'Europe est en train de vieillir. On va se battre d'ici une dizaine d'années pour intégrer des personnes d'autres pays, principalement du continent africain, pour venir travailler chez nous. De toute façon, je veux dire, mécaniquement, on n'aura pas le choix que d'avoir ces personnes-là chez nous. Alors, il faudra les choisir, etc. Après, on peut discuter de la manière, mais dans tous les cas, ça sera indispensable. Et après, on peut discuter de oui, mais c'est dommage de se dire que les personnes étrangères vont faire les petits jobs, etc. Bon, peut-être, mais la réalité, en tout cas démographique, c'est qu'on aura besoin de main d'œuvre. Absolument. Quoi qu'il en soit. Parce que et qu'on va se battre, de pays à pays pour les avoir. J'enlève pas une ligne de ce que tu dis, et sur le fond, je suis tout à fait d'accord. J'introduis juste un autre élément de réflexion. Parce que quand on lit les sondages, il y a une constante depuis maintenant 10 ans. Il y a entre 6 Français sur 10 et 7 Français sur 10 qui disent, ça dépend des années, ça dépend des moments, façon de poser la question, qui disent, il y a trop d'immigrés en France. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on fait un déni de réel en disant vous avez tort, on en a besoin, en fait, on ne répond pas à ça. Bon, moi, j'ai fait beaucoup de quali sur la question. Et en fait, j'ai fini par comprendre quelque chose qui m'a, en fait, paradoxalement, donné de l'espoir. Parce que moi, au départ, je me disais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 6 Français sur 10 ou 7 Français sur 10 qui est xénophobe, voire raciste. C'est quand même quelque chose qui m'a me dérangé profondément. Bon. Et en fait, quand on regarde dans le détail, sur les raisons pour lesquelles les gens disent ça, ou déclarent ça, ou disent être d'accord avec cette affirmation-là. C'est pas un refus de l'étranger parce qu'étranger. Ils sont d'accord avec ça pour une raison, et je reviens à ce qu'on disait au départ, le rapport à la politique et à l'État. Ils disent, pour moi, l'immigration, c'est un énième symptôme d'une incapacité de la puissance publique à bien faire son travail. Non, mais c'est très important, en fait, parce que ça veut dire que la raison de l'adhésion à ce type de phrase n'est pas du racisme ou de la xénophobie, c'est de dire, en fait, j'aimerais que l'État
organise mieux les choses. C'est quand même très fort comme, je trouve, comme insight politique. Comme différence. Ouais, et c'est le clair. fait de dire, au fond, et quand on creuse, et quand on les amène sur ce terrain-là, en fait, il faut une vraie politique publique de l'intégration. Il faut mettre plus de moyens pour faire apprendre la langue dès qu'ils arrivent, mieux les intégrer, leur donner du travail, etc., etc., etc. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'il faut redire. Et puis simplement les organiser quand même. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, ok, mais il faut organiser, c'est-à-dire on doit pouvoir. Il faut pas ignorer le sujet parce que le sujet il existe. Et il faut pouvoir sélectionner, entre guillemets, en fonction des besoins de la France, les personnes qu'on va intégrer. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des dentistes? Est-ce que c'est, peu importe, tu vois, des... Et tu vois, là-dessus, moi, j'ai travaillé sur des cas locaux très concrets. Il y a eu 2 villes en Bretagne, Callac et Saint-Brévin, qui ont accueilli, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, des centres de migrants. Avec cette idée sur laquelle, en fait, on va installer dans des régions où tout se passe bien des familles de réfugiés dans un cas et de migrants dans l'autre. La différence étant est-ce qu'ils ont eu des papiers ou pas, pour qu'ils puissent s'intégrer. Bon, et il se trouve que ces 2 villes dans lesquelles l'extrême droite identitaire, donc là je pense beaucoup plus à Zemmour et ses alliés, ont mené bataille. Et en fait, ça a donné lieu à une très longue publication que j'ai faite dans Destin commun. C'est-à-dire que j'essaie d'analyser la façon dont ils ont mené une bataille de la peur pour faire en sorte que ces habitants de Bretagne, qui votaient plutôt à gauche, qui avaient d'ailleurs déjà accueilli des réfugiés syriens en 2015 sans aucun problème, etc., en fait, se sont retrouvés totalement flippés et se sont retrouvés dans une état de confusion politique telle qu'ils en sont venus en fait jusqu'à brûler la caisse du maire de Saint-Brévin à un moment donné. Donc il y a une espèce de dérapage énorme. Mais tout ça pour dire, et ça correspond à ce qu'on disait au début de notre échange, l'extrême droite, elle est extrêmement bien organisée sur le terrain, sur les réseaux, mais aussi sur le terrain, pour donner le sentiment en permanence que la France refuse des étrangers et les immigrés. C'est-à-dire que c'est une technique très précise de donner le sentiment qu'ils sont en majorité, alors qu'en fait, ils sont extrêmement minoritaires. C'est-à-dire qu'il a suffi de 20 gugus bien structurés, bien organisés, qui ont lancé des pétitions à l'échelle nationale, par exemple, en disant, regardez, on a eu 50 000 signatures pour un petit village qui en fait à peine 1200 habitants. Donc, une espèce de tout un technique de mobilisation pour essayer de faire pencher la balance de leur côté. Bon, donc ça, moi, j'avais trouvé ça extrêmement inquiétant. C'est pour ça que j'ai un peu travaillé dessus. Ils en ont fait même un laboratoire. C'est-à-dire que Callac, c'est la première fois qu'ils avaient structuré un peu leur bataille de cette façon-là. Ils en ont fait un site internet, partoutcallac.fr. Et j'ai vérifié il n'y a pas très longtemps, ils l'ont mis en stand-by, le site internet, mais qui était un site internet extrêmement bien foutu. En fait, ils faisaient des fiches pour les futurs militants partout dans le pays en disant, écoutez, on va vous apprendre comment organiser une pétition, comment déposer une demande d'autorisation de manifestation à la préfecture, voilà des exemples de tracts, voilà notre technique, voilà les éléments de langage, voilà les types de discours, AJ+1, AJ+10, AJ+50, une espèce de truc, un espèce de kit militant d'extrême droite pour faire reculer les futures mairies qui souhaiteraient accueillir des réfugiés ou des migrants dans leur ville. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'hyper bien structuré, d'hyper bien organisé. On a essayé de les documenter, mais vous voyez, quand on parle de bataille culturelle, en fait, c'est ça, quoi. C'est ça qui se passe. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'extrêmement organisé et qui. En fait, non, j'allais dire, en fait, il faut faire hyper attention. En tant que citoyen, même aux médias qu'on consomme, à la manière dont l'extrême droite est en train de manipuler les médias, parce qu'effectivement, en fait, c'est une manipulation. C'est-à-dire que quand ils s'organisent de cette manière, les médias, et si les journalistes, et on sait à quel point les journalistes sont pressés comme des citrons, voire quand ils peuvent être rachetés par des milliardaires qui promeuvent l'extrême droite. Donc ça, c'est encore un autre souci, enfin un énorme souci d'ailleurs, mais c'est encore un autre souci. Mais pour des journalistes qui sont maintenant des hommes orchestres qui doivent tout faire, la caméra, le son, poser les questions, préparer, monter, enfin... En fait, ils n'ont pas le temps finalement de prendre le recul. Ils essayent aussi d'avoir leur petite phrase sur les réseaux sociaux et
on se retrouve dans des situations où il y a des journalistes qui vont promouvoir ça comme si effectivement c'était un mouvement des Français, alors qu'en fait c'est un mouvement qui est complètement structuré par l'extrême droite. Et ça a un nom, enfin j'ai plus le nom d'ailleurs, j'avais fait un épisode dessus avec Nicolas Van Der Beest il y a très longtemps. L'astroturfing. Sur la manière de... Voilà, l'astroturfing, merci. L'astroturfing, c'est une manipulation, c'est une méthode pour manipuler les médias et qui fonctionne hyper bien. Et le Rassemblement national, ils sont très très forts dans le domaine. Je dis pas que Macron ou que LFI ou bon le PS, je pense pas, mais ou que LFI ne savent pas l'utiliser. Mais en tout cas, le Rassemblement national, ils sont extrêmement forts pour l'utiliser. J'ai un exemple, et c'est pas le RN, c'était plutôt Zemmour, qui est, pour le coup, lors de la dernière campagne présidentielle, c'est eux qui étaient les petits génies en com numérique pour de vrai. Il y a eu à un moment donné un épisode, c'était le lancement d'un hashtag « Les femmes avec Zemmour ». Oui. C'est comme la sortie de Bardella sur les femmes, oui, effectivement. Non, mais là où c'est intéressant en termes de pratique d'astroturfing, c'est que sur les réseaux, le hashtag Les femmes avec Zemmour comptabilisait plusieurs dizaines de milliers d'occurrences. Ce qui a donné lieu à un certain nombre d'articles de journalistes qui, avec sincérité journalistique, se disaient alors qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène, et si on devait réfléchir à l'idée pourquoi est-ce que les femmes seraient avec Zemmour, quel était l'argumentaire à l'époque? C'était ce qu'on appelle le fémonationalisme, c'est le féminisme à la tendance ou à la sauce identitaire, c'est de dire écoutez, nous autres femmes, on se sent en insécurité dans les rues et on n'est pas violé par les petits blancs du 16e arrondissement, on est violé par les Mohamed et les Babacar qui viennent des pays étrangers. C'est ça le raisonnement identitaire du fémonationalisme. Bon. Et donc, on a vu un certain nombre d'articles apparaître là-dessus avec des témoignages, etc. Bon. Qu'est-ce qu'a documenté le Monde, en l'occurrence, à l'époque? C'est que 95% des tweets suscités avec le hashtag « Les femmes avec Zemmour » venaient d'une seule pièce, localisée dans le, je sais plus quel arrondissement. C'est-à-dire que c'était dans l'équipe de campagne de Zemmour qui avait, avec des trolls, des bots, des machins, des trucs, fait monter la sauce artificiellement, créant le sentiment d'une espèce de vague populaire de femmes qui venaient témoigner de leur incivilité, etc., alors qu'en fait tout ça c'était fake. Donc ça, je trouve que, c'est vraiment un exemple du type de manipulation à laquelle on est confronté aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, et encore une fois, alors il faut bien séparer. Il y a les médias qui, d'un point de vue idéologique, veulent faire avancer certaines idées. Donc là, c'est toute la bolosphère. Et on voit bien comment Europe 1, JDD, Paris Match, CNews, tout ça est extrêmement bien coordonné et fait avancer les trucs. Et d'autre part, comment, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, des journalistes avec bonne foi essayent de faire leur travail, sont confrontés à un certain nombre de phénomènes qu'ils essayent d'expliciter, ils doivent rendre un papier dans la demi-heure et peuvent tomber dans le piège. Donc effectivement, on vit dans une ère informationnelle qui est sujette à tout un tas de manipulations, tout un tas de débats. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter, ça veut dire qu'il faut avoir une espèce de distance critique extrêmement forte. Qu'est-ce qu'on me raconte? Qui me le raconte? Pourquoi on me le raconte maintenant et à quel but, quoi. Et donc c'est avec ces petites questions-là, toutes simples, qu'on peut essayer de débunker, essayer de regarder d'où ça vient, etc. Ouais, et c'est important de... Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont se dire ouais, mais alors du coup, on peut plus faire confiance aux médias. Et c'est certainement pas ce que j'ai envie de dire, évidemment, parce que les médias sont extrêmement importants. Mais en fait, c'est vrai que la manière dont les médias ont évolué, leur business model, fait que malheureusement, il y a plein de journalistes qui n'ont pas le temps de faire des papiers de fond. Et moi, il y a des journaux du coup de fond, comme le 1, par exemple, que j'aime beaucoup, parce que ça sort une fois par semaine. Donc, c'est moins de l'actualité au jour le jour, évidemment, mais où ils prennent le temps de l'analyse avec des sociologues, des philosophes, etc. Les grands groupes de journaux continuent de faire leur métier et continuent de bien faire leur métier. Il y a juste un dernier exemple que je vais mobiliser, où justement... ça vient appuyer l'idée d'une espèce de brouille, d'une frontière un peu trouble entre journalisme et communication. Moi, c'était l'exemple emblématique de Livre Noir. Livre Noir, c'était d'abord une chaîne YouTube lancée pendant la campagne présidentielle qui se présentait comme un nouveau média 100% en ligne qui venait documenter le réel, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était lancé par des proches de Marion Maréchal et d'Éric Zemmour et qui, en fait, était une organe de propagande
puisque systématiquement sur tous les points du programme Zemmour, en fait, il faisait des documentaires qui allaient dans ce sens, quoi. Donc là, c'était vraiment, en l'occurrence, un exemple très bien identifié d'une officine qui mélangeait allègrement les codes de la com et du journalisme. Mais tout ça mis à part, oui, attention, distance critique, mais on a globalement en France, c'est pas le cas dans tous les pays du monde, et on a de la chance d'avoir un système médiatique puissant où on peut s'appuyer sur des journalistes qui font leur travail corps et âme, qui font des enquêtes, des investigations, qui mettent parfois des mois à aboutir à des informations, etc. Moi, j'ai envie de dire, abonnez-vous, parce que c'est quand même non mais dans des temps un peu troubles, je trouve que pouvoir s'appuyer sur des faits vérifiés et fiables, qui ne soient pas sujets à des types de manipulation. Mais encore une fois, il y a des très bons journaux à gauche et des très bons journaux à droite. Je pense que c'est important. Et ils ont besoin de moyens. Exactement. Ceci est la fin de la première partie. Je vous donne rendez-vous dans un deuxième épisode. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.